Aujourd'hui, j'ai envie de dire retour vers le futur. Oh là, c'est bon. Allez, encore une intro lunaire, évidemment, parce que je suis avec Clément Humel, Ouais, et on va parler, pas de science-fiction, mais encore mieux, on va parler de l'avant de la science-fiction. C'est beau. Alors Clément, bah, tu commences à te rendre vieux pote, hein, Clément, maintenant. Un peu, ouais. Ouais, de toute façon, on vieillit. Hein. Allez, boum, ça c'est la bonne ambiance. Non mais on vieillit, mais toi t'es encore doctorant, t'es en fin de thèse. Ouais. Comme on dit un peu en fin de vie à la fin de thèse. Oui, c'est ça, c'est pareil. Hein. Et en fait, non, mais on va peut-être commencer par ton sujet de thèse, et à partir de là, il y a pas mal de choses à déployer. Tu bosses sur un type qui est à la fois très connu mais oublié, C'est ça. et très mal connu. C'est exactement ça. C'est une bonne définition, finalement. Hein. Et c'est Ronnie Aîné. Voilà. Alors je trouve qu'il y a déjà un truc qui est super compliqué avec les frères Ronnie, c'est que ils sont deux, et à un moment ils se séparent. C'est ça. Oui, en gros... Alors, c'est qui ces gens? Ce sont deux types nés en Belgique, au milieu du 19e siècle. Et puis... 65 Ronnie Aîné, j'ai vu. 56. 56, punaise, ça doit être Dommage. encore ma dyslexie qui a frappé. Ouais, non, donc en gros, le Ronnie Aîné, celui sur qui spécifiquement je fais ma thèse, eh bien, bon, bah voilà, va vivre d'abord en Belgique, puis va passer quelques années en Angleterre, et puis il arrive en France au milieu des années 1880, et puis voilà, il veut se lancer en littérature, on va peut-être y revenir un petit peu après, il veut se lancer en littérature, alors ça marchouille, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait très vite repérer par Edmond de Goncourt, et il va... Qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il y a un prix qui porte son nom. Exactement, bah, justement Ronnie a beaucoup de liens avec ceci, et puis bon, bah, voilà, il va devenir un de ses familiers, et puis son frère, donc Ronnie jeune, va le rejoindre, et puis ils vont collaborer ensemble pendant plusieurs années, jusqu'en 1908. Et puis, comme on voit souvent en littérature, il y aura un divorce littéraire entre les deux frères, et alors qu'ils signaient au préalable tous les deux J.H. Ronnie, ils vont signer ensuite Ronnie Aîné, puis Ronnie Jeune. Ok, donc JH c'est quand c'est les deux. J.H. Ronnie, c'est les deux. Ok, et après Ronnie Aîné c'est le vieux, C'est et ça. Ronnie Jeune c'est le jeune. Et voilà. Non, il aurait pu avoir un piège. Hein. Il aurait pu avoir un piège, c'est vrai. Mais alors, voilà, je t'ai déjà vu t'agacer sur les réseaux sur l'écriture de Ronnie Aîné. Veux-tu la préciser ici pour tous les Ronnie nazis? Oui, c'est ça. Alors, déjà, première chose, tu fais bien de le dire, hein, c'est Ronnie et pas Rosny. Tout simplement, voilà, c'est un pseudonyme et qui vient de la ville de... Rouen? Ronnie, Ronnie, oui, bah. tout simplement. Ronnieville. Voilà. Ronnie City. C'est le pseudonyme, apparemment, voilà, lui vient de Ok. cela, il n'y a pas plus d'explications. Et effectivement, l'idée, c'est aîné et jeune pour distinguer Ouais. l'aîné du jeune. Et donc, souvent, voilà, sur Internet, mais aussi d'ailleurs dans la critique, pendant très très nombreuses années, on voyait Ronnie Aîné avec un A majuscule, comme si c'était son nom de famille. Comme si Ronnie c'était le prénom et Aîné c'était le. Ces gens qui n'ont rien compris. majuscule. C'est ça. Tous ces professeurs et alors, il faut faire d'université. quoi Bah, tout simplement, alors effectivement c'est un pseudonyme, hein, mais c'est Ronnie, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le pseudonyme, et puis Aîné avec une minuscule, Et, ou jeune avec une avec minuscule. ou sans trait d'union? Sans trait d'union. Sans trait d'union. Non, mais moi je pose toutes les questions pour Ouais. qu'on soit bien sûr de tout cela. Mais tu sais que par exemple Alain Fournier, on l'écrit souvent avec trait d'union et on le range à A. D'accord, ah non, En j'ignorais. bibliothèque. Ah ouais, j'ignorais. Donc c'est pour ça, moi tu sais, j'ai une bienveillance absolue sur le rangement des bibliothèques, tant qu'il y a quelqu'un pour m'attraper le bouquin quand je le trouve pas. Et alors c'est des gens qui ont quand même beaucoup écrit ensemble, ensuite seuls, Mhm. des deux côtés, mais le bouquin le plus connu c'est La Guerre du Feu. C'est ça. Et toi ne t'intéresse pas celui-là. Alors, Enfin, j'ai commencé à le relire hier, je l'avais lu à 10 ans, je te l'ai un peu dit, ouais. et j'avoue que j'ai un peu décroché. Quoi. En fait, c'est en soi un bon roman. C'est un roman préhistorique. Alors, c'est important de le préciser, il n'invente pas Ronnie n'invente pas le genre du roman préhistorique, mais c'est vrai en tout cas qu'il lui confère ses codes. Même si La Guerre du Feu n'est pas le premier, on pourrait parler... Guerre du Feu, on est plutôt sur la fin des années 1900-1910. Et il y a un autre roman qui est bien antérieur, qui s'appelle Va Mirer, qui date de 1892. Et ça, c'est un roman qui est écrit sous le pseudonyme commun J.H. Ronnie, alors que La Guerre du Feu, c'est bien Ronnie Aîné. Okay. Et effectivement, oui, c'est pour ça qu'on connaît Ronnie, même déjà à son époque, hein, c'est son roman le plus célèbre, parce que c'était la peinture de la préhistoire, ça a fasciné beaucoup de gens, puis il y a aussi, c'est une fresque épique, dans un contexte préhistorique, et qui va vraiment fasciner les lecteurs, mais aussi les auteurs français d'ailleurs. Et puis ce roman va toujours
a toujours resté au goût du jour. Dans les années 80, enfin 1980-90, il fera même partie des lectures conseillées Ouais. au collège. Et Mais puis, c'est comme ça que je l'ai lu. bah c'est ça, c'est comme ça qu'on le connaît généralement. Il a été publié aussi à l'école des loisirs, il me semble. Et en fait, bon, c'est vrai Je qu'il crois a que j'ai une été... édition ringard et pas un truc école des loisirs, mais... Ouais, il a été remis au goût du jour, c'est vrai, en 1981 par le film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, qui est une adaptation assez libre en fait du roman, mais c'est vrai que voilà, c'est Rosny est né, La guerre du feu, y a un ami chercheur qui s'appelle Fabrice Manzi qui dit justement que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que ok, on a ce roman, alors on peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas non plus mon roman préféré, mais on va réduire Rosny à ça, alors qu'en fait il a écrit au bas mot 150 romans et plusieurs milliers de nouvelles. Watcha! Voilà. T'as tout lu? Pas du tout. Bah ça c'est vraiment la question, tu sais, qu'on pose quand on n'est pas là-dedans, dans un sujet, c'est assurant. C'est alors t'as tout lu? Bah, le problème déjà c'est que le tout est très compliqué parce que ouais, déjà tu n'as pas accès à tout. C'est ça. Ne serait-ce que les nouvelles, ouais, là on dit, je dis plusieurs nouvelles, plusieurs milliers de nouvelles, pardon, mais au fond, en plus il écrit sous plein de pseudonymes différents, donc déjà il faut les identifier, même si ça c'est un travail qui a été fait par de nombreux bibliographes depuis plusieurs années, et encore, Ouais, tu as encore toujours des choses à récemment. attribuer, quoi. Donc on peut toujours retrouver des nouveaux textes, mais même au niveau des romans, déjà oui effectivement c'est 150, plus de 150 romans, et de façon tout à fait honnête, la qualité est très très inégale. Puis ça dépend aussi de ce que l'on cherche. C'est-à-dire que, bon, effectivement, on rentre généralement dans Rosny par le biais du roman préhistorique, ce pourquoi il est connu, et puis après, il va y avoir un intérêt, on va dire, du côté de la science-fiction, c'est ce sur quoi justement porte ma thèse, ou alors du côté du roman naturaliste, et tout se mélange un petit peu, d'ailleurs c'est un peu l'intérêt justement de cet auteur, c'est qu'il n'est pas non plus sur des catégories Ouais. tout à fait identifiables. Parfois les éléments se mélangent. Mais moi je croyais qu'on disait pas science-fiction à cette époque-là pour la France. Effectivement. Effectivement, alors c'est quelque chose qui est assez complexe. On pourra dire pour simplifier roman scientifique, et d'ailleurs c'est ça le titre de ma thèse, hein, c'est Modernité du roman scientifique chez Rosny est né. Parce que justement, c'est une catégorie très générale, très englobante, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, roman scientifique, mais on pourra comprendre par là roman des sciences, roman avec les sciences, le fait scientifique qui va devient... transmettre des savoirs, ou C'est s'appuyer ça. sur des savoirs pour faire autre chose. C'est ça. Mais sauf que ça, finalement... Le roman scientifique, ça pourrait être de la vulgarisation, quoi. Alors, c'est ça. D'ailleurs, Rosny a été considéré comme un vulgarisateur de la préhistoire. Parce que, en fait, parce que comme au-delà tu de... mets à l'intérieur, c'est comme si tu traversais un diorama littéraire. C'est Finalement. exactement ça. Au-delà de l'aspect purement narratif de ces récits, il nous parle de mœurs, de coutumes de tribus préhistoriques. Il nous parle aussi simplement de flore, de faune qui ont disparu ou qui n'existent plus trop. Et lui-même se renseigne énormément à l'époque sur tous ces éléments. C'est un roman qui a pour prétention d'être préhistoriquement vrai. Non, alors pas du tout. Ah non, pas bien, du tout, ok. Bien au tu vois, contraire. je fais bien de poser la question. Bien au contraire. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé là-dessus en disant est-ce que les informations sont fiables? Bon, par rapport à aujourd'hui, c'est déjà une première chose. Non. Ça l'est plus. Mais même par rapport à son époque, il ne prétend pas la vérité. Il prétend une sorte de vraisemblance pour rendre le récit effectivement plus cohérent, et ça va tirer ça vient ses peut-être de lecteurs. Renan et puis de toute façon d'autres, parce que le 19e en histoire c'est le grand siècle du probable, depuis Vico récupéré par Michelet, Renan ensuite, on fait des esquisses, quoi. Voilà. Rosny est très très marqué justement par les différentes théories évolutionnistes, c'est ce qu'il représente dans ses romans, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est par le biais d'ailleurs de la fiction, cette fois-ci absolument invraisemblable, plusieurs de ces personnages contemporains, donc du début du XXe siècle, vont parfois, au hasard d'expéditions dans une jungle perdue, parfois ils vont rencontrer des tribus préhistoriques. Par le biais d'utopies, hein, littéralement, des vallées complètement enclavées, des terres creuses, on va retrouver donc des tribus préhistoriques, ou parfois aussi, il y a un petit... il y a un roman comme ça qui s'appelle Le Trésor dans la neige, où un explorateur de nos jours, je crois que je sais plus, le roman doit dater de 1903, quelque chose comme ça, enfin vraiment début du XXe siècle, et l'incipit du récit, c'est le personnage narrateur qui dit que non, le dernier mammouth n'est pas mort il y a des milliers d'années, il est mort au début du XXe siècle, j'en ai été témoin. Et en fait, nous racontant son aventure, ce personnage tombe dans une crevasse lors d'une expédition polaire,
Et puis, il tombe effectivement sur une tribu préhistorique qui est restée vraiment, à la fois en termes de culture, de civilisation, de croyance, mais aussi d'évolution, à l'état préhistorique. Mais alors pour le coup, il imagine que c'est des gens qui ont évolué complètement en marche et donc peu évolué, ou qui sont restés tels que primitifs. Alors, dans ce récit précisément, ils sont restés tels quels. Mais dans un autre Parce que roman... finalement, ça correspond à la recherche souvent raciste, du chez nous manquant, au fin fond de l'Afrique, ou à ce genre de choses. Ah bah, complètement, oui. Parce que l'idée d'imaginer que les peuples sans histoire en ont une, quand bien même elle aurait été séparée, elle est vachement plus moderne. Là, effectivement, chez Ronnie... Et là, je te pose directement les questions qui font mal. Ah oui, mais c'est important de... Enfin, c'est comme quand on lit Tintin au Congo. Voilà. Mais non, chez Ronnie, il y a l'idée de racisme, mais pas un racisme idéologique, juste dans un sens scientifique, c'est ça. C'est-à-dire considérer, finalement, dans son cas à lui, ces différents états d'humanité. Et donc, il n'y a pas de hiérarchisation des races, c'est ça qui est important chez Ronnie. Ça m'a marqué dans l'ouvrage, l'anthologie que tu as publié et que j'ai parcouru tout à l'heure, sur l'anthropophagie. Peut-être qu'on en dit un mot comme ça pour peut-être que l'anthropophagie c'est une entrée chez Ronnie. Attends, tu nous la... Parce que alors on a toute une pile, faut peut-être même montrer la pile à ce niveau-là, tu vois, tellement c'est du spectacle. Alors, hop, je l'attrape, hop là. Hop, alors attends, on va se préparer la miniature quand même. C'est ça. Doom, une fête anthropophagique. J.H. Ronnie, pourquoi j'ai envie de le dire à l'anglaise? C'est chez donc les cahiers archéobibliographiques. Voilà. On est en micro-édition, tu me disais, effectivement. C'est ça, on le voit. C'est publié chez Biblios. Présenté, préfacé. Alors, j'ai d'abord envie de te demander comment tu as fait cette anthologie, pourquoi l'anthropophagie, et après retourner sur cette question du racisme peut-être. Alors, c'est un... Et t'en as amené un autre qui est joli aussi. Un hasard, en fait, c'est l'éditeur qui est derrière les cahiers bibliographiques, archéobibliographiques, donc ça c'est la collection. Hein. Oui, c'est... L'éditeur, c'est Biblios. Donc c'est un ami qui travaille sur Ronnie depuis très très longtemps. C'est pas un spécialiste universitaire, mais c'est un très très grand érudit, un collectionneur vraiment. C'est sans doute lui qui connaît le mieux Ronnie au monde. Et puis il y a quelques années, c'était pour un colloque justement sur la thématique du cannibale. Je me dis, il y a un truc à faire chez Ronnie. J'avais déjà identifié dans des romans des passages là-dessus. Et puis je le contacte pour lui demander s'il n'a pas... s'il pourrait pas m'aider à établir un corpus. Et il dit, ça tombe bien, j'ai justement l'idée d'éditer une anthologie de textes, donc là de nouvelles en l'occurrence, assez courtes d'ailleurs, qui font généralement 2-3 pages, ouais, sont très courtes, sur ce thème-là. Et donc c'est là qu'il me propose d'aider à faire la sélection pour que ça rentre justement dans, je crois que c'est 48 pages, c'est ça, dans 48 pages. Et puis ensuite la rédaction d'une préface. Donc c'est venu comme ça, donc ensuite j'ai pu faire mon colloque. Meilleur truc, quand c'est les rencontres et tout. Et c'est ça, et donc on a justement prévu d'en faire une suite, parce que en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, plusieurs milliers de nouvelles, donc là il y en a quoi, je sais plus, il y en a une dizaine. Ouais, une petite dizaine, publiées par les deux frères, soit ensemble, soit chacun de son côté, donc c'est vraiment pour ça que c'est J.H. Ronnie, c'est les deux. Et donc voilà, ce thème un peu amusant quand même. Hein. Oui, s'y attend pas. C'est ça, parce qu'on a souvent des personnages d'explorateurs qui font face à cette problématique, le cannibalisme, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les récits, certains sont très drôles en fait. Ouais, beaucoup d'humour, un grand relativisme, et qui s'amuse beaucoup avec le relativisme, mise en situation extrême. Deux grandes zones géographiques, globalement la Russie et l'Afrique. Ouais, c'est ça. Avec des espèces de conséquences un peu étranges. Alors notamment sur l'évolutionnisme, il y a un couple qui survit grâce au cannibalisme, mais qui pour le coup ne peut plus engendrer d'enfants, ce qui, d'un point de vue biologique, est une aberration. C'est ça. Mais qui était assez amusant en plus au niveau de la chute, et avec vraiment un truc qui est très, très montagnien, et d'ailleurs je crois qu'il est cité dans la première. Oui. Vérité au-delà, en-delà des Pyrénées, que finalement l'humanité elle est peut-être plus présente chez les cannibales que chez les civilisés, des choses de cet ordre-là. C'est ça, il y a une nouvelle qui me plaît beaucoup parce que... C'est ce que j'ai vu direct comme ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Et avec une certaine bonhomie. Oui, alors c'est ça. C'est assez marrant à lire. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans certains de ses romans. Il y a une nouvelle, cette fois-ci écrite par le petit frère, Ronnie Jeune, qui s'appelle Hamlet, et donc il reprend dans les grandes lignes le Shakespeare, quoi. Sauf que là, on a un individu qui vient d'une tribu africaine qui s'appelle les Nyam Nyam,
Je trouve Tout ça un programme. C'est ça, les Niam Niam. Et puis en fait, lui, il a passé toute son adolescence sur le boulevard Saint-Germain, sachant que Ronnie a fini par habiter 30 ans sur le boulevard Saint-Germain aussi, enfin pas très loin. Et donc ce fils de roi a découvert la culture française, européenne, notamment la culture culinaire, mais aussi les grands auteurs, les philosophes, etc. Et puis... Et ça commence en disant que le summum de la civilisation, c'est la bouffe. Oui, bah justement. Oui, mais il faut le dire, il faut le dire. C'est ça. Et puis, il apprend la mort de son père, le roi, et donc il doit revenir chez lui, et il apprend évidemment que c'est son oncle qui a pris le pouvoir. Donc voilà, on est vraiment sur du Shakespeare. Et bon, bah, comme dans Hamlet, l'oncle essaye malgré tout de s'acoquiner avec le neveu, mais il faut que lui aussi montre à l'ensemble du village son mérite à être un héritier potentiel. Donc un vrai sauvage, je mets d'énormes guillemets parce que s'il y a une espèce de dialectique sauvage civilisé qui est vraiment de son époque. C'est ça. Et puis, mais qui a mis en pour le coup. Voilà, c'est ça. Et donc lui, le rôle qu'on lui attribue, c'est cuisinier, puisque justement il a appris les goûts exquis, l'art culinaire français et tout. Et puis quelques péripéties se passent et un jour la tribu cannibale en fait va capturer des explorateurs européens. Et puis c'est lui le cuisinier. Et c'est lui le cuisinier. Sauf que lui, il n'a pas du tout l'intention à la base de perpétrer un acte de cannibalisme, parce que lui justement il a la civilisation européenne en lui. Donc il a abandonné le cannibalisme. C'est ça. Et donc il y a un personnage, c'est assez drôle, qui lui demande finalement c'est quoi le mieux entre l'homme noir et l'homme blanc. Et donc lui il va faire une réponse très... Une grosse pirouette philosophique, vaguement tirée de Voltaire, voilà. C'est ça. Mais il ne se rend pas compte en fait que la vraie question c'est sur le goût. C'est quoi, qu'est-ce qui est meilleur? C'est pas l'intellect, c'est le goût. Et puis bon, la nouvelle se termine, on peut s'en douter comment, il devient cuisinier, et c'est là où se rencontrent les deux culture européenne, occidentale, et dans la culture... bouffe Voilà, dans la bouffe, et puis on prend plaisir justement à goûter des mets exquis, à réfléchir à la meilleure façon de cuisiner l'humain, mais encore une fois, selon s'il est blanc ou noir. Et encore une fois, il n'est pas question de racisme, comme on entend aujourd'hui, c'est juste, oui, il y a bien des différences visibles, évidentes, sans faire d'idéologie, sans hiérarchiser quoi que ce soit, c'est juste, oui, on va bien cuisiner différemment cette viande, voilà. Comme tu disais, il y a une certaine bonhomie. Et puis qui ramène à quelque chose qui est profondément matériel, enfin qui ramène à la chair sans esprit, quoi. Alors on peut faire effectivement une exégèse de ces petites nouvelles, ou même de ces romans en général, et il y a beaucoup de choses à commenter, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important chez Ronnie, qui d'ailleurs a été assez peu commenté, parce que il faut en lire beaucoup pour le percevoir, c'est qu'en fait, certains éléments purement littéraires, certaines inventions littéraires, parfois, c'est juste là pour le plaisir pur et simple, sans avoir besoin de grandes explications. Proche de la blague, en fait. C'est ça. En quittant un petit peu ce domaine-là, il y a un roman qui s'appelle La Jeune Vampire, qui reprend dans les grandes lignes Dracula. Mais c'est un tout petit roman, ça doit faire 60-70 pages, quelque chose comme ça. Et ok, on a une possession vampirique, un couple... voilà, dont la femme est possédée par un vampire. On comprend au bout d'un moment que, d'ailleurs, l'identité de la femme a disparu et s'est remplacée par celui de la vampire, qui suce le sang de son mari tous les soirs. Voilà, qui se plaint beaucoup. C'est ça. Il y a aussi quelques petites blagues de ce genre-là. Bon. Je n'ai absolument pas l'esprit mal placé. Voilà, mais Ronnie, par contre, si. Alors, en tout cas, c'est jamais dit clairement, mais on peut le supposer. Comme tu dis. Et donc, il y a bien un moment où on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, il y a un neurologue qui arrive, et son rôle n'est pas c'est pas une sorte de Van Helsing, il va pas combattre le vampire, au contraire, il va réfléchir à la meilleure façon, finalement, de faire en sorte que ce couple puisse coexister sans que la vampire qui a remplacé, elle ne tue le mari. C'est une version moderne des succubes, ça. C'est vraiment ça. Et finalement...
Comment s'adapter à la succube? C'est ça. La succube est parmi nous. Et la réponse, elle est toute simple. Eh bien, on a un mystère scientifique, ce serait quand même trop dommage de le perdre. Bon, alors on va demander à des braves gaillards, des marins ou des étudiants d'Académie de médecine de prêter leur sang pour la succube, pour la nourrir, et finalement, comme ça, le couple pourra vivre correctement. Et c'est tout. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de... Le récit s'arrête là, c'est juste on présente une sorte de réécriture... Mais alors pour le coup, là, dans les nouvelles que j'ai pu lire ces derniers jours, j'ai vraiment été marquée par cette dimension scientifique, donc évolutionniste. Bien sûr. Alors on va peut-être rappeler l'évolutionnisme, c'est plus ou moins le darwinisme. C'est ça. À l'époque de Rodney, et ça c'est quelque chose qui est ultra présent, je sais pas si tu veux en dire un mot. C'est vrai que c'est pas le cœur de mes recherches, mais en gros chez Rodney, on reprend les thèses darwinistes, et parfois littéralement. Il y a un petit peu un fond de darwinisme social, hein. Je disais qu'il a fait justement une sorte de roman naturaliste dans la veine de Zola et Goncourt, même si finalement, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais oui, on pourra... Il y a certains romans, notamment les romans de jeunesse, où on est sur du darwinisme social, l'adaptation, le transformisme, etc. Mais c'est pas... À mon sens, c'est pas ce qui est le plus intéressant chez Alors Rodney. c'est quoi qui est le plus intéressant? Ce qui est le plus intéressant, justement, c'est ses inventions. Allez hop, alors t'as amené tout plein de livres, on va les montrer. Hop. Comme ça, jolie illustration. Donc, voilà, une belle illustration pour l'étonnant voyage de Arthur Iron Castle. C'est un roman que je suis en train de relire, hein, que j'avais un petit peu oublié. C'est un roman d'exploration, comme Rodney en a fait beaucoup d'ailleurs. Hein. Et l'invention ici, voilà, on a des explorateurs qui reçoivent une lettre en leur disant il y a un mystère scientifique dans telle zone perdue de l'Afrique. Il faut, je vous conseille vraiment vivement vite, on y va. Alors voilà. Ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Le mystère, il faut y aller, et l'altérité, il faut la chercher. Oui, il faut la comprendre. D'ailleurs, là-dessus, Rodney est très... on parlera peut-être un petit peu des Exipéus aussi. Là-dessus, Rodney est très intéressé par l'altérité. Et pour lui, c'est très très important. C'est vraiment quasiment au cœur aussi de sa réflexion. Bref, donc c'est vraiment le truc que j'ai vu en commun dans tout ce que j'ai lu, quoi. Ouais. Et même pour le coup avec la guerre du feu, parce que la guerre du feu, en vrai, j'ai l'impression qu'il essaie de comprendre souvent comment on peut penser à partir d'un autre système de perception. Oui. Et donc notamment depuis la préhistoire, depuis d'autres espèces vivantes, depuis les mystères scientifiques. On sent qu'il est traumatisé vraiment par les différentes épurations ethniques que l'homme occidental a pu perpétrer au cours de son histoire. Il parle souvent, dans les Exipéus, il en parle notamment de la disparition des Indiens d'Amérique, du massacre des aborigènes en Australie. Bref, il évoque souvent ça à des moments où l'humanité a échoué à être humaine en fait. Donc c'est quelque chose qui est souvent présent. Pour en revenir à ça. Donc voilà, il s'agit d'explorer une zone perdue d'Afrique, et parce que sa flore et sa faune sont assez particulières. Et donc les explorateurs vont vivre des aventures d'exploration à la Jules Verne, hein, c'est-à-dire qu'on fait face à parfois des brigandages de bandits, touaregs, de machin. Du classique. C'est un classique de ce type de récit, même avant Jules Verne. C'est ça. Des récits d'exploration. Oui, voilà. Et puis c'est aussi parfois des récits véridiques, hein, dans certains cas. C'est pas marrant d'explorer. Hein. Voilà. Et surtout, là, la grande invention de ce roman, c'est qu'ils arrivent sur un empire, mais littéralement un empire, non pas d'humains, non pas animaux, mais de plantes. Ce sont des plantes intelligentes, vivantes, qui ont créé une sorte depuis la préhistoire, même très, très bien plus ancienne que les hommes de Cro-Magnon, une préhistoire plutôt relative aux dinosaures. Ils ont créé, voilà, c'est un lieu, encore une fois, une sorte d'utopie, hein, un lieu inaccessible, et puis, bon, faut pas non plus trop dévoiler les choses, mais elles communiquent entre elles, et elles sont aussi... Elles se méfient des hommes, et on les comprend. Et il va y avoir quelques embûches liées justement à cela. C'est hyper intéressant. C'est ça. Et il y a cet exemple particulier des plantes. Il y a un autre roman, un des plus célèbres quand même, de Rodney, qui s'appelle La mort de la terre. Ouais, que j'ai vu passer mais que j'ai pas du tout ouvert. Qui est le titre est programmatique. Hein. Ça se situe dans un très lointain avenir, plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années. La terre a évolué, est devenue désertique.
Alors il y a un sous-texte écologique assez intéressant d'ailleurs, tout à fait dans l'actualité en fait. Hein. Le roman aurait pu paraître en 2010, 2020. Et il y a c'est le moment de dire que quand même chez ArchéoSF, et on salue les amis d'ArchéoSF, il y a de Tout à très fait. belles anthologies sur ces questions en ce Oui. moment. Allez aussi sur ArchéoSF. Très bon ami Philippe Étuin. Et là, je pense qu'il va nous regarder, alors on le salue pas. Salut Philippe. Et bref, donc dans La mort de la Terre, voilà, il y a une question aussi écologique. Hein. Ça peut être vu comme une écofiction, à rebours, enfin rétrospectivement. Et donc la Terre a évolué, les animaux aussi ont évolué. On nous présente dans l'Incipit des espèces d'oiseaux un peu, des mélanges de vautours, d'aigles, et qui parlent, en tout cas qui commencent à connaître à avoir un début de langage. Les humains sont très très peu nombreux parce que c'est désertique, donc l'humanité a vraiment régressé. On est vraiment sur une... D'ailleurs, il y a une phrase assez belle, quelque chose du genre l'humanité ignorait que son agonie avait duré plusieurs millénaires. C'est quelque chose comme ça, quelque chose qu'on retrouve souvent d'ailleurs, ce genre de phrase chez Rony. Et donc on suit les quelques dizaines de milliers d'humains restant sur Terre, et en particulier un personnage, Targ, qui a hérité finalement des pulsions vitales de ses ancêtres par l'ADN. Hein. Et... Non, parce que ça parlera pas l'ADN, mais parce qu'on appellera l'hérédité ou l'atavisme. Oui, c'était le mot que je cherchais en fait. Merci. C'est paratavisme. Ah, mais là tu vois que l'épistémocritique remonte en mode oui. Attention, nous sommes dans l'anachronisme. Je cherchais je m'insurge. J'étais dans des circonvolutions. C'est quoi déjà ce mot Non, mais c'est important de parler d'ADN, programme génétique. Alors, tu vois, dans ma thèse là, sur Renan, il y a un moment où je parle vraiment du programme parce que le programme se trouve pas du tout chez Renan. Mais ce qu'il essaie d'imaginer, en fait, ça correspond à ce que nous, on a compris avec la métaphore de programme. Donc c'est dur d'arriver à, même sur la pensée d'un auteur qui a un siècle, et c'est très proche un siècle. C'est ça, oui. Mais c'est très différent. Oui, donc effectivement, là, il est vraiment question d'atavisme, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces romans. Ça fatigue. Ça m'a beaucoup plu. Hein, mais bon, tu connais mes petits dadas, là, ma petite biologie, là. Je fais ça. Et donc bref, par atavisme, il a gardé les pulsions vitales de ses ancêtres, alors de nous, mais aussi des hommes préhistoriques. Et de quelque chose de vraiment primitif qui pour le coup c'est pas dégradé. Voilà, mais par contre il est manifestement le seul ou un des seuls humains à avoir gardé cela. C'est-à-dire que dans cette société humaine en fin de vie, il y a plus beaucoup d'eau ni de nourriture, et on promeut en fait le suicide assisté, hein. Parce que il y a une espèce d'ambiance de hiver quoi. Ouais. Avec moins de monde. Justement, avec beaucoup moins de monde. Il y a une ambiance un petit peu de à quoi bon. Et ça c'est ces trucs, je l'ai vu dans d'autres nouvelles sur la nouvelle où ils vont sur Mars. Et où les Martiens ils sont en fin de règne. En fait c'est. Ah, tu voulais y aller? Mais en fait c'est quasiment une réécriture inversée. Une réécriture de ça. Ah, c'était troublant. J'ai adoré cette nouvelle. Ouais. C'est un côté western crépusculaire aussi. On va mettre des liens pour que ce soit lui et tout. Ouais. Et bref, donc il reste donc ce personnage, Targ, hein, qui lui, il a gardé cette puissance vitale, et lui il est à la recherche de sources d'eau. Il y a un sous-texte, je pense qu'il y aurait presque des comparaisons un peu fallacieuses à faire avec Dune en fait. Hein, on a en fait des Fremen qui sont à la recherche d'eau, certains ont compris comment ça fonctionnait, cette nouvelle planète Terre. Bon bref, fin de la parenthèse. Il va y avoir une série de cataclysmes et l'humanité vraiment au bout d'un moment réduite à peau de chagrin, littéralement. Il finit par être le dernier homme. Et en même temps, c'est la mort de la Terre, mais c'est pas la mort de la planète Terre, parce que la planète Terre, elle s'en sort en fait. C'est la mort des humains qui ont donné le nom Terre, le concept. Parce qu'il y a une autre espèce vivante qui est en train d'émerger. Et c'est là toute la force du récit, et c'est aussi pour ça que Rony fait partie de ces auteurs qui ont vraiment marqué les prémices de la science-fiction, et on le redécouvre maintenant, mais ça fait quelques années quand même, on le redécouvre en disant, en fait, c'est fort. Il a souvent été comparé à Wells, par exemple, vraiment à la même période, et lui-même dit qu'il a inventé quelque chose que Wells n'avait pas inventé, notamment avec la mort de la Terre, donc, puisqu'il imagine une nouvelle race émergente, qu'il nomme les ferromagnétos, qui sont tout simplement le nom des indices. C'est une race née de la pierre, c'est du vivant minéral. Et il adore les croisements entre les rhéniens et les espèces. Voilà, c'est ça. Et justement, parlant de croisement,
il y a un autre parallèle à faire avec Je suis une légende de Richard Matheson, puisque à la toute fin, le personnage, bon, il sait, voilà, il est le dernier homme sur Terre, il sait que sa vie ne mène plus à rien, parce qu'il n'a plus rien à faire finalement, il n'est plus désiré par la planète Terre, et en fait, il va, alors c'est très symbolique, c'est très chrétien, hein, il va aller se trouver au milieu de ces ferromagnétos, qui sont évidemment nocifs pour l'homme, puisque ferromagnéto, donc par magnétisme, tu vois, par magnétisme, ils aspirent les globules rouges dans le sang. Et donc, lui, il va mourir au milieu des ferromagnétos. L'idée, c'est de leur donner sa vie, en fait. voilà, Il perpétue la vie plus que son espèce. C'est ça, exactement. C'est justement un commentaire en cours d'écriture dans la thèse. Ah, désolé. Non, mais justement, tu me confirmes que je me trompe pas trop là-dessus. Il perpétue vraiment Je te corrigerai un chapitre si tu veux. Il perpétue la vie en général plutôt que l'espèce humaine dans les ferromagnétos. Justement, par atavisme, il va transmettre ses pulsions vitales. Et l'idée, c'est que l'humanité n'existe plus, mais les ferromagnétos, dans des milliers, des millions d'années, vont devenir une espèce vivante, et pour être tout à fait comparable à l'humanité du XXe siècle, XXIe siècle. Et c'est pas grave si ça n'a pas la même forme tant que ça continue à... Et ça n'a aucun problème. Bien au contraire, le plus important, c'est la vie. Et ça, c'est un truc, tu vois, dans les récits de science-fiction que j'ai trouvé en ligne, hein, donc des recueils de nouvelles, j'ai vraiment... Et peut-être qu'on peut parler d'Exipéus, là. Oui. Tu l'as là ou... Alors, parce qu'il en a ramené, mais un plein sac. Alors... Je sais pas si tu veux nous faire d'ailleurs un... Ça, c'était La mort de la Terre. Alors justement, c'est une édition qui est assez intéressante. Fais-nous un haul. Fais la youtubeuse. Voilà. Alors, je veux te raconter ce qu'il y a dans mon sac. C'est les promos, là. C'est ça. Alors, ça, c'est une édition qui est assez intéressante. Présence du... Donc, La mort de la Terre, que je viens de présenter. Chez De Noël, Présence du futur. Je crois que c'est une édition qui doit dater de 58, quelque chose comme ça. C'est une collection qui publie de la SF. Mais vraiment de la SF américaine. Ouais, et là, les éditeurs, ils ont fait l'effort de... D'ailleurs, on le voit en 4e de couverture, je le mets ici, ils nous annoncent, dans leur collection, de publier des écrivains français séduits par la science-fiction, des maîtres internationaux que seront Bradbury, Lovecraft, Van Vogt, Matheson d'ailleurs, mais aussi des classiques français, dont Barjavel et Rosny Aîné, qui était complètement oublié à l'époque, hein, vraiment complètement. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de le voir canonisé, en fait, dès les années 50, comme auteur de science-fiction. En fait, il est toujours oublié, mais jamais complètement. C'est ça. Ça, on l'a vu, ça a été on va en parler un petit peu après. Alors, donc là, j'ai ramené Les autres vies et les autres mondes de J.H. Rosny Aîné. Donc, c'est pas il y a rien... C'est une sorte de best-of, en fait, de certains de ses romans. Ça doit dater de 1924, quelque chose comme ça, où on retrouve la plupart de ces récits les plus marquants liés justement à cette invention, en quelque sorte avec des très très grosses guillemets de la science-fiction, qu'on appelait à l'époque merveilleux scientifique, même si Rosny n'utilise pas cette expression, ce qui est un peu dommage, dans lesquels on retrouve... Il utilise quoi, lui, roman scientifique ? Il n'utilise rien du tout. Il déteste les écoles littéraires. Okay. Il déteste... Alors de temps en temps, il va parler, par exemple pour l'Exipéus, il va parler de merveilleux préhistorique. Mais est-ce que c'est lui qui emploie cette expression ou est-ce que c'est les éditeurs ? Préhistorique dans le sens où ça se passait il y a 10 000 ans. Oui, c'est logique. Pendant ces mêmes... Non. Donc il y a La mort de la Terre que je viens d'évoquer. On retrouve quoi d'autre ? En fait, on trouve pas mal d'anthologies à pas mal d'époques. Oui. Et parce que là, je suis en mode, bon, si on veut lire du Rosny Aîné, on fait comment ? Bon, on va peut-être mettre quelques liens sur Gallica, des choses comme ça. Il va y avoir des choses numérisées. C'est ça, mais il y a plein de... Il y a des choses illégales que j'ai trouvées très vite. Mais en fait, il est libre de droit. Voilà, il est mort en 40, donc on retrouve très facilement beaucoup de textes. On va en avoir sur Wikisource, on va en avoir sur Archive. C'est ça, ouais. Et justement, là-dedans, il y a une petite préface... Si on veut le faire connaître, il faut qu'on puisse le faire lire. C'est ça. Il y a une petite préface qui est rédigée par les éditeurs. On mettra le lien vers les cahiers archéobiblio. Ouais. Notamment, le tien, je le remonte, t'en as amené un autre. Et j'ai juste on mettra, identifié... ça veut dire moi, c'est Bibi. Hein. C'est bien, tu bosses. Mais tu m'enverras le lien quand même. Hein. Ça va. Je lis juste la fin de la préface qui est assez intéressante. Donc, tant pour les récits merveilleux que pour le roman préhistorique, J.H. Rosny Aîné précède d'une dizaine d'années les Wells, les Rudyard Kipling et autres. Il ne se contente pas au reste de les précéder,
Il se différencie d'eux et il les déplace il les dépasse par un point fondamental. Tandis que les autres romanciers conservent toujours à leurs personnages une organisation humaine, une apparence qui se rapproche plus ou moins des formes animales connues, J.H. Roniene imagine des êtres absolument opposés aux conceptions que notre univers nous fournit sur les créatures vivantes. Dans ce livre, par exemple, l'Exipéuse, ces individualités mystérieuses ne rappellent ni des hommes, ni des animaux, ni des plantes, ni des fantômes. Ce ne sont pas des structures disparates comme des taureaux à tête d'homme, ou les hommes à tête d'épervier, comme les dieux orientaux, aux bras ou aux têtes multiples, comme les centaures, comme le sphinx et la chimère, comme les démons de nos cathédrales, comme les martiens de Wells, etc. Bon. C'est intéressant justement. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est l'Exipéus, déjà le récit? Ouais. Alors c'est assez compliqué à imaginer. C'est assez compliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est que je confonds toujours, je crois que c'est 1887. Donc, de toute façon, moi je te donne des dates avec dyslexie, donc tu peux y aller. Mais ce qui est important, c'est que 87, c'est la même année que le Horla, nos passants. Et il y a quelques liens qu'on peut faire d'ailleurs. Et c'est surprenant d'ailleurs que les deux auteurs ne se commandent pas l'un l'autre. Parce qu'ils devaient se lire. Oui, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé de traces de Maupassant qui commente Rosny ou inversement Rosny qui commente Maupassant. Et ils correspondaient, est-ce qu'ils se fréquentaient? Alors par le biais de l'Académie Goncourt, ouais. Pas de ce qui devrait plutôt du cercle Goncourt, le grenier d'Auteuil, mais il n'y a pas plus de traces. C'est quand même assez surprenant. En revanche, pour l'Exipéuse, c'est Alphonse Daudet qui dira que Rosny a créé pour la France un fantastique nouveau. Et c'est assez intéressant. Donc l'Exipéuse, c'est quoi? Alors ça commence par si tu veux que je lise un passage, des prémices assez surprenantes. Chapitre 1, les formes. C'était 1000 ans avant le massivement civilisateur d'où surgirent Ninive, Babylone, Ecbatane. Donc on nous décrit ceci. Voilà. C'était le contexte est ancien, d'où effectivement la justification de merveilleux préhistoriques. On nous présente un petit peu une des tribus préhistoriques, et le nom du chapitre, les formes, nous indique l'apparition de formes qui seront plus tard nommées par un des personnages, l'Exipéuse. Et donc là, c'est très très mystérieux. On avait déjà un petit peu parlé ensemble. C'est qui sont ces Exipéuses? Alors, elles se sont décrites comme des formes. Qu'est-ce que c'est, quoi? Oui, c'est même pas qui sont, c'est qu'est-ce que c'est. Ils sont décrits comme des formes coniques, nées de l'électricité, et puis c'est tout. Moi, j'ai vu un truc proche de Flatland. Oui. Très mathématique. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une esthétique géométrique qui s'ajoute à l'esthétique évolutionniste dans ce que j'ai lu. Mais, on avait des propositions peut-être complémentaires, mais qui n'étaient pas les mêmes. Quoi. C'est ça. Moi, quand tu m'as dit c'est quoi pour toi, je t'ai répondu les Aztèques. Alors, en relisant, en fait, il y a bien un moment où c'est précisé que malgré, on avait évoqué le nomastique, Xipéuse, la forêt de Xur, on pourrait envisager Amérique du Sud. En fait, à un moment, c'est bien dit que ça se situe là où plus tard arrivera Ecbatane. Donc ça colle. Donc ça colle pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des sonorités, c'est un peu étrange. Et donc, ces Xipéuses sortent un petit peu de nulle part, en réalité. On comprend très rapidement que ce sont des prédateurs de tout, y compris de l'homme. Et donc, ils sont dangereux, hein. C'est des salvateurs. Ils sont très très dangereux. On ne connaît pas leur motivation, en revanche. C'est ça qui est intéressant. Ils ont l'air d'être là. Ils sont là, ils se multiplient, ils grandissent, ils prennent de plus en plus d'espace et ils mettent en péril la survie de l'humanité, entre autres choses. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils font ça, on ne sait pas. Il y a pas de... Il y a un personnage qui essaye un petit peu de communiquer avec eux, mais il explique justement qu'il ne parvient pas à saisir leur langage. Il essaie de communiquer, mais il les étudie et il voit des lois dans leur évolution. Voilà, et ça qui est intéressant. Donc ce personnage s'appelle Bakun, il est présenté dans le récit... C'est pour Bakunin, tu crois? Parce que je me suis posé la question et je voyais pas le lien. Non, je pense pas. Je pense qu'il a juste trouvé des sonorités... Ouais. Parce qu'au niveau de l'onomastique, il bosse. Hein. Oui, oui. Il y a pas mal de romans, justement. Ça nous amène encore sur d'autres choses. Et donc, ce Bakun, qui est présenté comme une sorte de chaman, d'érudit, hein, on est vraiment sur des tribus préhistoriques, en fait, il va devenir, d'après Rosny, le premier savant de l'histoire, plus précisément le savant naturaliste. Parce que pour comprendre ces Exipéus, pour les vaincre, il va les étudier. Il va récupérer des documents, il va être un observateur discret, hein, pour reprendre Baudelaire, il est dans le monde mais caché du monde. Voilà. Donc là-dessus, c'est un personnage assez fascinant. Et en plus de ça,
il va retranscrire ses notes. Toutes ces informations, il va les écrire et il les diffuse et on fait bien comprendre qu'en fait, dans l'univers, dans la tête de Rony, c'est le premier texte écrit de l'humanité. Donc il y a non seulement l'idée d'une confrontation entre deux espèces vivantes... mais le passage à la préhistoire à l'histoire. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose de très intéressant. Ce qui va même encore plus au-delà, c'est que dans le dispositif romanesque, il y a plusieurs notes de bas de page et on nous dit que l'auteur, voilà, se présentant comme l'auteur, nous explique que toutes ces informations viennent donc, de ce fameux livre écrit par Bakun, qui a été traduit par, j'ai oublié le nom, Robert Desnos, Peltery, enfin peu importe. Oui, un nom d'érudit. Voilà, un nom d'érudit. Et ils ont dit que voilà, pour simplifier un peu le langage, les termes scientifiques ont été adaptés au langage de la fin du XIXe siècle, dans un processus de vulgarisation d'ailleurs, hein, finalement. Donc en fait, tout est vrai, tout est vraisemblable d'après l'auteur, et qu'on peut d'ailleurs retrouver des traces des Xipéus dans un muséum à Londres. Voilà, donc là, on est dans le canular. On est dans le canular, et c'est quelque chose d'ailleurs que Rony fera souvent dans beaucoup d'autres récits. Mais là, c'est son premier. Et donc, voilà, on va avoir la confrontation des hommes et des Xipéus. Les Xipéus sont manifestement des prédateurs naturels, et ils tuent grâce à l'électricité, ils sont invincibles, mais en fait, grâce à ces observations... Ils ont l'air, seulement. Pardon ? Ils ont seulement l'air, invincibles. Ils ont seulement l'air, et Bakun découvre une façon de les vaincre grâce à une petite étoile que l'on peut briser avec la pointe d'une flèche, mais pas avec une pierre que l'on lance. Donc à mon avis, c'est un rapport aussi avec la science, la technologie. La pointe d'une flèche est plus complexe qu'une pierre que l'on lance avec une fronde. Je pense qu'il y a un truc autour de ça. Et bref, donc il va y avoir ensuite une espèce de grande bataille. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'on a souvent commenté ce roman comme étant l'invention de la science-fiction à la française. Mm-hmm. Mais en fait, on peut aussi le voir comme un récit d'heroic fantasy. C'est une forme de Conan avant la lettre. Donc c'est pas Conan le barbare contre je sais plus quoi, contre les Cimmériens, enfin non c'est un Cimmérien, mais contre les autres, c'est Bakun et les humains mais contre les Xipéus. radicalement autres, parce qu'en fait ils correspondent à rien de ce que l'on peut connaître de vivant. Oui, c'est ça, on y revient justement sur l'altérité. Et donc Bakun, découvrant leurs points faibles, c'est que, bon, ok, l'humanité va pouvoir les combattre, survivre. Ce qui est ni plus ni moins qu'un interrupteur, hein, finalement, leur point faible. Oui, c'est vrai que... c'est ça. C'est vrai que c'est assez drôle, sauf qu'on est en 87, donc il n'y a pas vraiment... Oui, il n'y a pas de là, il n'y a pas de rêve, c'est juste moi qui le vois. Ce serait marrant de dire, hop, pouf, bah oui, en fait, c'est des individus d'électricité. C'est vrai que ça si le texte avait été écrit 30 ans plus tard... Mais je sais pas de quand datent les interrupteurs. Ouais. Voilà bien un vaste champ de réflexion, n'est-ce pas, Clément ? Oui, effectivement, j'y réfléchirai. Si jamais quelqu'un dans les commentaires a cette information, je suis preneur. On prend l'histoire des interrupteurs. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, il va y avoir cette confrontation. On le sait, fatalement, les humains vont remporter la victoire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Bakun... faut que je relise, parce que là... Ben voilà, j'ai ouvert au hasard, je tombe dessus. Super. Alors, c'est le dernier chapitre, mais il fait 2 pages. La Terre appartient aux hommes. Que je le lise ? Oh, tiens. Comme ça, tu fais une pause aussi. C'est bien, merci. Oh, puis moi, j'aime bien lire, tout le monde le sait. La Terre appartient aux hommes. Alors non, la Terre n'appartient pas qu'aux hommes. La Terre appartient aux hommes. 2 jours de combat ont anéanti les Xipéus. Tout le domaine occupé par les 200 derniers a été rasé. Chaque arbre, chaque plante, chaque brin d'herbe a été abattu. Et j'ai achevé pour la connaissance des peuples futurs, aidés par Loum, Asa et Simo, mes fils, d'inscrire leur histoire sur des tables de granit. Et me voici seul au bord de Xur, dans la nuit pâle. Une demi-lune de cuivre se tient sur le couchant. Les lions rugissent aux étoiles. Le fleuve erre lentement parmi les sols. Sa voix éternelle raconte le temps qui passe, la mélancolie des choses périssables. Et j'ai enterré mon front dans mes mains, et une plainte est montée de mon cœur. Car, maintenant que les Xipéus ont succombé, mon âme les regrette. Et je demande à l'unique quelle fatalité a voulu que la splendeur de la vie soit souillée par les ténèbres du meurtre. C'est beau quand même. Oui, et avec toujours ce « et vétérotestamentaire » en début de phrase. Ce pardon ? Le « et vétérotestamentaire » de l'Ancien Testament. Ah oui. Et oui, m'a dit, oui. donc c'est ça qui fait aussi la beauté, c'est que c'est
Alors, je sais pas, c'est une parodie, mais c'est un pastiche du style vétérotestamentaire. Alors, justement, on parlait de parodie de pastiche. Voilà, je t'envoie des os à rougir dans tous les sens. Non mais complètement, mais en plus avec Ronny, c'est quelqu'un qui est très très cultivé, c'est un très très grand lecteur. Avec son frère, ils ont traduit l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Oui, tranquille quoi. Bah oui, tranquille le bilou. Ils ont traduit des auteurs russes, des auteurs anglais, ils ont traduit Poe, ils ont traduit Dostoïevski. Bon, c'est pas forcément des traductions qui sont restées, mais bon, quand même, voilà, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils les ont moins lus. Oui, déjà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, Ronny, évoluant dans le cercle Goncourt, était connu comme le type qui sait des trucs, qui connaît les petites anecdotes marrantes, insolites. Et d'ailleurs, Goncourt, souvent, il nous dit, Ronny, dans son journal, il nous dit, oui, Ronny nous a raconté quelque chose qu'il savait sur telle chose, ça nous a beaucoup intrigué, mais en même temps, il nous a parlé pendant 3 heures, et c'est un peu saoulant, quoi. De toute façon, les Goncourt, s'ils peuvent râler, ils le font. C'est ça. Mais c'est vrai que surtout quand ils se sentent nuls. Peut-être. Mais en tout cas, vraiment, on sent qu'il admire beaucoup ce jeune Ronny, avec son air perçant, d'ailleurs, comme il dit à chaque fois. Mais il a du mal, des fois, à le saisir aussi. C'est un personnage, quoi. Voilà. Et donc... Tu sens tout de suite que c'est fuyant. Quand t'en lis un, au premier que j'ai lu, c'était Exipéus, au début, je me suis dit, oui, bon, je vois où ça va. Après, je fais, ah ouais, mais en fait, je voyais pas. C'est ça, ça. Et bon, c'est pas toujours le cas non plus. Parce que là, on commente les textes qui, à mon sens, sont les plus intéressants. Il a écrit plein de romans de mœurs qui sont chiants, quoi. Ses intrigues amoureuses, par exemple, c'est toujours la même chose. C'est toujours un triangle amoureux. Et puis, en fait, tout se résout... Mais est-ce qu'il se passe autre chose en amour, Clément? Allez, c'est une autre question. On reparlera peut-être un petit peu après du triangle amoureux dans Les Navigateurs de l'Infini. Ok, mais j'ai pas du tout... Ah, tu l'as pas fini, pardon, oui. Je l'ai pas commencé. Tu l'as pas commencé. On verra. Donc oui, t'évoquais justement l'aspect esthétique qui nous renvoie effectivement à l'Ancien Testament. On disait tout à l'heure le sacrifice très symbolique, très chrétien du héros de la mort de la terre. Dans La Guerre du Feu, il y a un passage qui est très célèbre et en même temps que je trouve tellement drôle, où justement c'est la rencontre des hommes et des mammouths. Et l'idée étant que les personnages que l'on suit, donc Nao, le héros, Nao quand même, Noé, bon. Voilà. Puis ça a été refait ensuite avec Neo. Hein. Oui, complètement, oui. Comme quoi. Tu crois qu'en fait c'est lui qui a inventé la matrice? Et moi je pense que surtout Matrix n'invente pas grand chose, mais c'est parce que je suis méchante longue. C'est dur. Et donc bref, de toute façon, les gens qui suivent mes vidéos, ils savent déjà que je considère que Matrix c'est vraiment un film de merde. Donc ça. Et donc. Mais c'est très drôle comme film de merde. En tout cas, c'est un bon film d'action quand même. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on me séduit d'un point de vue cinématographique. Oui. Bon. Et bref, donc dans La Guerre du Feu, les hommes vont rencontrer des mammouths au hasard de leur pérégrination. Et on a bien la description d'une tribu qui mérite quand même, qui est beaucoup plus humaine que d'autres tribus plus sauvages, mais là vraiment sans se remettre du terme, sauvage, violent, dangereux, presque animalier. Parce qu'il interroge beaucoup ce qu'est une humanité à partir de l'altérité. Oui, complètement. Et donc, rencontrant les mammouths, il y a ça, je crois que ça dure 2-3 chapitres, il y a une pause dans l'action. Finalement, c'est assez poétique d'ailleurs. Hein. Les personnages vont vivre parmi les mammouths, vont décrire leur vie. C'est assez intéressant. Et là où Ronny est quand même assez drôle, c'est que en particulier, Nao, j'insiste, Nao va s'adresser au grand mammouth, avec des majuscules, et il va conclure avec le grand mammouth une alliance avec une majuscule. Bon, voilà. C'est un peu lourd, mais en même temps, c'est très drôle. Rigolo. C'est rigolo de se dire que on reprend l'Ancien Testament, des textes qui sont quand même fondateurs de notre civilisation, et puis on le décale dans un contexte préhistorique qui, a priori, n'a rien à voir. Je pense que c'est le moment de dire que Grand Mammouth écrase Ronny, mais... J'aime beaucoup. Je pouvais pas l'éviter. Oui, non, effectivement. Et donc bref, il y a un petit quelque chose, je trouve. Mais il le réécrit, mais en même temps il essaie d'en garder quelque chose et d'en faire un universel. Moi, je pense que dans les grands mythes, qu'ils soient bibliques, antiques, etc.,
il en fait vraiment une matrice, comme il fait de la science une matrice à intrigue, pour essayer de choper quelque chose qui va être de l'ordre de l'humanité, de l'altérité, de l'association entre des choses, enfin des êtres dissemblables, enfin, et de penser tout ça. Quoi. En fait, dans tous ces romans, que ce soit des romans scientifiques, des romans d'exploration, des romans préhistoriques, bon, tout ça c'est après la même chose, hein, ou du roman de mœurs, à chaque fois il est effectivement la question de la rencontre avec l'altérité. Et donc dans les romans de mœurs, finalement, ce sont les femmes les altérités. C'est Alors, une question. Ça va dépendre. C'est là que ça devient intéressant, tu vois. Son premier roman publié, celui qui va d'ailleurs envoyer à Zola, qui va l'envoyer péter, et surtout à Goncourt, qui va être très intéressé par ça. C'est Mammouth écrase Ronnie. Ouais. Oui, effectivement. C'est Nelorn de l'Armée du Salut. Donc, Nelorn, c'est un roman que Ronnie compose quand il est en Angleterre, avant d'arriver en France. Il le termine justement en France, et en arrivant, il veut se faire connaître grâce à ça. Et c'est un mélange entre l'Assommoir et le début des Misérables. C'est-à-dire que Nellie Horne, hein, c'est une jeune fille qui vit dans les quartiers pauvres de Londres, et qui va avoir un destin très très similaire à Fantine, chez Hugo. Ronnie est un grand admirateur aussi de Hugo, mais bon là, voilà, c'est un mélange aussi. On est proche du calque. C'est ça. Bon, ceci dit, c'est pas non plus très très novateur à la fin du 19e siècle, genre ici. Et donc c'est une jeune fille, puis jeune femme, qui doit survivre dans ces quartiers populaires, avec des parents odieux, un père policier qui bat tout le monde, toute la famille, la mère qui fait rejaillir tout son stress, toute cette violence sur ses enfants, et qui bat aussi précisément Nelly. Et en fait, c'est la seule qui, un peu comme Targ, comme Nao, comme tous les héros roniens, qui essaye de s'en sortir. Il ne s'agit pas forcément de monter l'ascenseur social. Non, c'est la pulsion de vie. C'est la pulsion de vie, c'est ça. Et donc elle... C'est Darwin, hein. Là on est dans le vitalisme, le 19e, complètement. à fond les ballons. Quoi. À fond les ballons, ouais. Enfin, c'est d'ailleurs plus le darwinisme que Darwin, parce que Darwin est plus simple. Et donc Nelly va s'éloigner de sa famille maltraitante. Elle va essayer de travailler, elle va faire plusieurs petits boulots. Je crois qu'elle est couturière. Et puis, à un moment, elle fait la rencontre, avec sa mère et une de ses sœurs, elle fait la rencontre dans une librairie, d'un petit livre jaune. Et ce qui est drôle, c'est que ce roman, il date de 86, enfin, publié en 86. Et si je te dis petit livre jaune et symbolisme, et littérature anglaise. Alors là, moi je pensais à Corbière et les Amours jaunes, mais non. Là tout de suite... Au portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Bah oui, logique. Le petit livre jaune, qui pourrait être d'ailleurs à rebours. Donc. Et d'ailleurs, on a peut-être Ronnie, il a repris un petit peu certains éléments d'à rebours. Bref. Et donc, elle fait la rencontre d'un petit livre jaune qui est un précis d'explication des rêves. Et donc elle va, dans un premier temps, elle va voir c'est un peu confus, elle va voir une voyante qui va lui raconter, faire des trucs de voyante, donc elle va lui dire qu'elle va rencontrer le prince charmant. Par rapport à cette prophétie, elle va s'éloigner du jeune homme qu'elle vient de rencontrer, parce qu'elle sait qu'elle a un destin plus grand l'attend. Elle va donc... devenir elle aussi une sorte de chamane. C'est le meilleur motif de rupture, ça. Non, je te quitte, je sais qu'un autre destin m'attend. Ouais, je confirme. Non, je plaisante. Moi, j'ai été larguée parce qu'il y avait toutes les autres femmes de la Terre. D'accord. Donc effectivement, j'étais pas toutes les femmes de sa vie. Ah, bon. Désolé. C'était mieux que de se faire larguer pour du dentifrice. Allez, continue, c'était... Oula. Ça date, ça fait des années. Ok, ça marche, très bien. Et donc, elle va... elle sait qu'elle a un grand destin. Et effectivement, elle va rencontrer le prince charmant. Un Français, il est beau, il est jeune, il est riche. C'est un Français, hein, forcément. Quand il pastiche depuis la Belgique, qui vit à Londres. Oui, c'est ça. Et qui peut se prendre pour le prince charmant si ce n'est un Français. Et donc, elle tombe amoureuse de lui, mais lui aussi tombe amoureux d'elle. Donc c'est là où... Là, c'est pas mal, ça marche. C'est là où on change un petit peu des Misérables, par exemple. Et ils vont même avoir une fille, ils vont vivre ensemble.
Et donc lui, il apporte tout son argent, le confort financier, etc. Et en fait, il est rappelé en France par sa famille. Alors c'est là où il y a un problème de construction romanesque, hein. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont posés la question, est-ce que c'est juste une faiblesse d'un romancier débutant, ou alors est-ce qu'en fait il y aurait plusieurs versions qui se mélangent dans la version finale? On ne sait pas trop. Et bref, en tout cas, on n'a pas trop d'explications. L'homme revient en France, il dit t'inquiète pas, je vais t'écrire, je vais t'envoyer de l'argent, et il le fait jamais. Et là, il la laisse toute seule avec sa fille, et on va avoir une descente aux enfers. Elle va petit à petit quitter un petit peu perdre un petit peu ses richesses, et elle va même finir par devoir se prostituer. Bon, la fin du roman est pas très très joyeuse, hein. Ça avait pas l'air. Non, non, mais c'est pas un roman qui est très joyeux, effectivement. Mais justement, et puis bon, bah, la fin est un peu sordide. Bon, j'ai pas lu depuis longtemps, mais c'est pas très. Donc là, c'est dans la partie roman de meurtre qui est quand même plutôt assez sombre. C'est ça. Mais un peu zolienne, quoi. Bah, complètement, oui. Et donc on parlait d'altérité, effectivement. En fait, à chaque moment du récit, ce personnage est toujours confronté à d'autres. Et elle pourrait être comme sa mère et sa sœur qui sont finalement qui vivent dans leur mélasse et qui vont chercher des hommes qui vont leur faire autant de mal, enfin qui vont pas leur apporter grand chose. Elle croit au prince charmant, elle le rencontre, mais elle est déçue. Bon, et enfin ça c'est complexe. C'est un roman en fait qui n'est pas réellement terminé, qui est très très maladroit. Et auquel il manque peut-être effectivement une sorte de vraie conclusion. Est-ce que tu veux qu'on montre ce que tu as amené d'autre? Oui. Alors. Parce que là, tu sais, on a déjà une vidéo. Ben, c'est tout bien. Bon, très rapidement, voilà, Rosny a publié des mémoires en 1921. Ça s'appelle Torche et Lumignon. En fait, c'est pas réellement des mémoires, c'est pas un récit autobiographique, c'est ses rencontres avec différentes personnalités littéraires. Ouais, type souvenir littéraire, ça y en a plein à l'époque. C'est ça. Alors, le début, ça commence avec justement Delorme. Alors que pourtant, il a déjà 35 ans à ce moment-là. Mais il va raconter le grenier Goncourt, parce qu'il a aussi, on l'évoque pas ici, parce que sinon on aurait une vidéo de 3 heures, mais sa fréquentation des journaux et revues, parce qu'il a, ça c'est chapitre de thèse déjà rédigé celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand on aborde le 19e, aborder les périodiques, c'est ultra important. Oui, surtout que là en plus, Rosny, c'est intéressant, c'est que la plupart de sa production littéraire, intellectuelle, journalistique, c'est du 20e, mais ça reste un homme profondément du 19e. Là, j'ai amené aussi un recueil d'articles qui s'appelle L'Aube du futur. Alors, c'est des articles qu'il publie... Le format est adorable. Ouais, c'est tout petit, c'est tout mignon. Des articles qu'il publie dans la presse, alors, je ne sais plus dans quel hebdomadaire, mais un grand hebdomadaire, non pas à la fin, non pas au lendemain, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1917 je crois. Et en fait il envisage l'avenir de l'Europe. Alors ce sont des petits articles de géopolitique finalement. Mais ce qui est intéressant du point de vue du style, c'est que Rosny n'est pas, même si officiellement, ok d'accord, il est journaliste, c'est pas un politologue, c'est pas un spécialiste de ces questions. Il donne son avis, pour dire d'homme éclairé, d'intellectuel, mais en fait il en fait quasiment du récit. Et on a plein de petits scénarios d'anticipation. Ouais, c'est vraiment de la spéculation. C'est de la spéculation. Et alors il y a un passage qui est très drôle où il décrit en fait ce qui pourrait devenir les États-Unis d'Europe. Donc il envisage un gouvernement fédéral sur l'ensemble. Et d'ailleurs il y a pas mal de ces idées. C'est ancienne en fait l'Union européenne. Bah justement. Et à ce propos, j'avais écrit un petit article justement là-dessus où pas mal de ces idées se retrouvaient dans le mémoire d'Aristide Briand qui va aider à la construction de l'Europe. Ah, c'est drôle, donc ça marche. On a des idées qui se retrouvent. On passe du rêve à la réalité. C'est ça. Alors, est-ce que Aristide Briand a lu Rosny? Honnêtement, je pense pas, j'en sais rien. Mais on a quelques points communs. Une possible, quoi. Au moins un esprit d'époque. Ouais. On était justement sur du récit un peu naturaliste, un peu symboliste justement. Et alors là, on a un roman, on a juste la tranche ici,
Donc, ça s'appelle Le Termite, ça date de 1908. Et donc c'est un roman de mœurs littéraires, un roman à clé, où le personnage principal, enfin dans tous les personnages, quasiment tous les personnages, sont des versions parodiées d'hommes et femmes de lettres du début du XXe siècle. Donc on retrouve, alors j'ai oublié les pseudonymes, mais on retrouve Zola, Goncourt, Daudet. Rosny lui-même se représente à plusieurs reprises. Alors comme il était un petit peu un peu fâché avec Zola, c'est un euphémisme. Au tout début, on a un personnage, donc un décalque de Zola, qui est en train j'oublie son nom. On va voir le rapport avec Zola tout de suite. Donc là, c'est le personnage principal qui est en train de vivre une crise de... De rage dedans? Alors, c'est pas la rage dedans, c'est plus bas. Dans les dents? Non, dans l'urètre. Ah, de Pierre. Ouais, c'est ça. Pierre. Ou non, une colique néphrétique. Voilà, ah, ça. bah alors là, pour le coup, c'est c'est dans les reins. Donc, il est en train de vivre une colique néphrétique assez violente. Et donc, on a ceci. Navré, cessant de se débattre, il s'allongea tristement avec l'impression d'être une pauvre haridelle dans une écurie asphyxiante. Par là même, le sommeil parut revenir sur ses paupières, parmi un entrelac de canaux et de vergues, de phanolapis, rubis et soufre, un dogue énorme au galop sur des toitures d'églises et de mots. Une prose parfois un peu lourde. Hein. J'ai trouvé assez précieux. C'est très 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 précieux. Ça a été d'ailleurs beaucoup critiqué. Hein, mais ça le met dans son siècle. C'est parfois un peu lourd. Même au 19e, il est trop lourd. Ouais. Bah, c'est là, quand on le lit, si on le lit pas de façon parodique, il y a des moments, ça pèse. C'est ça. Donc, Tulle, Marnière, Osmazome, 6 francs 50, mon bouquin. C'était un mot dangereux dans la série qui vint, revint et s'exagéra. Oh mon bouquin, nom de Dieu. Cervèze, se jetant sur le côté gauche, respira avec force, rythmiquement. Le rythme même fit s'acharner le mot. Bouquin. Il comprit que c'était la grande insomnie où le crâne flotte jusqu'au matin, comme un navire sans gouvernail. Les rages ressurgirent. Donc là c'est la colique. Hein. Une haine d'infirme contre la fatalité qui volait son repos. Au souvenir de nuits pareilles, d'aubes maladives, apparues par la vitre pour éclairer sa souffrance, il eut épouvante. Je vais me lever. Bon. Ça ressemble à la scène de Delirious Tremens de la Somore. Ouais, il y a ça. Et il y a aussi, alors l'ensemble du récit va un peu dans le sens justement de Huysmans avec à rebours, où le personnage... Ils étaient proches, Huysmans et Rosny? Bah, ils étaient tous les deux dans l'Académie Goncourt. Donc en fait, on les connaît plus. Huysmans, c'est le premier président de l'Académie Goncourt. Non. Oui, c'est le premier président de l'Académie Goncourt. Et Rosny, le deuxième? Non, il vient un petit peu après. Okay. Rosny, il est président en 1925, là où l'Académie est fondée en 1903. Mais bon, bref, dans tous les cas, ils se fréquentent. Et ce qui est intéressant avec Huysmans et Rosny, c'est que, Huysmans a participé aux soirées de Médan, mais très rapidement, en fait, il s'est éloigné de Zola. Et quelques années après, ils sont de la même génération tous les deux, hein. Quelques années après, Rosny, en fait, arrivant en France, à propos de Nelorne, il envoie justement donc, son livre à Zola, qu'il envoie un peu péter, mais il fait partie de tous ces jeunes auteurs qui veulent se faire connaître auprès du grand maître. Et Rosny vit assez mal ces choses-là. Et sa vraie entrée en littérature est très fracassante, puisqu'il va rédiger avec plusieurs autres jeunes auteurs ce qu'on a appelé le Manifeste des 5, qui est publié dans l'été... Les 5 comme les doigts, c'est parce que c'est une claque. Aussi, mais surtout comme les 5 de Médan. Ouais. Bon, ça, en fait, c'est un hasard, il aurait dû être beaucoup plus. Mais donc, c'est des auteurs, dont Rosny, proches du milieu Goncourt, qui vont publier dans le Figaro un article très très virulent envers Zola, qui est en train de faire publier La Terre à ce moment-là. Et c'est vrai que le début de La Terre, il y a une scène avec une vache. De village. Pardon ? J'ai pas lu La Terre. Comment ça s'appelle ? Bon bref, il s'agit de faire se reproduire la vache. Voilà, de faire pondre la vache. Oui, c'est ça. Et Zola raconte cette scène-là de façon assez crue. Et pour ces jeunes auteurs, c'est une trahison
Il dit même le maître est allé au-dessous de l'immondice. Donc il y a pas mal de... Le texte a quelques justesses, c'est vrai, il a été commenté en ce sens, mais bon, on ne peut pas ignorer le fait que c'est une stratégie de jeunes auteurs qui veulent faire parler d'eux, au moment où l'actualité littéraire est pauvre, parce qu'on est au milieu de l'été. Et en fait, Rosny marque ses distances avec Zola de façon plus claire et plus franche que Huysmans, mais tous les deux s'en éloignent. Et il est possible que Rosny, c'est comme ça que je l'analyse, qu'avec ce roman, Le Termite, qui est un roman à clé, qui est très drôle, parce que Anatole France, d'ailleurs, s'est beaucoup amusé à identifier qui est qui, voilà. Et c'est un roman qui c'est un vrai témoignage, en fait, hein, c'est un document, au sens naturaliste du terme. Mais malgré tout, c'est aussi une critique profonde du naturalisme qui est en berne, parce que là, le roman date de 1908. Oui, 1907-1908. Et c'est... Non. 98, pardon. 98. Goncourt est encore vivant. Et donc c'est un roman qui certes décrit les mœurs littéraires de l'époque, en ce sens c'est un document, mais aussi qui critique le naturalisme qui est en train de s'effondrer, mais de sa belle mort aussi. Hein. Et c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt. Ah oui, en l'occurrence, c'est vrai que le naturalisme a été bien mis à mort par certains de ses propres auteurs. Ouais. C'est souvent comme ça. Voilà, et on va faire une transition un peu forcée. Oui, non, mais vas-y. Là, on est cette fois-ci sur une édition plus récente, entre guillemets, qui date de 1980, 82. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y en a un peu tout le temps, mais toujours marginalement. C'est ça. Donc, ce qui est assez marquant avec Rosny, c'est que, il a beaucoup écrit, il a été, donc on l'a dit tout à l'heure, il était président de l'Académie Goncourt de 1925 jusqu'à sa mort en 40. Il était vraiment très très célèbre, très important. Il était dans beaucoup de jurys littéraires. Évidemment, l'Académie dans une élite littéraire, quoi. C'était lui qui incarnait l'élite littéraire. Il était glorifié par les différents présidents du Conseil, par beaucoup d'hommes politiques, par des scientifiques, par tout le monde en fait. Maintenant, on parle de lui comme d'un auteur de SF. C'est ça. Alors, donc c'était un auteur plutôt élitiste. Et en fait, on pourrait avoir tendance à le voir faussement comme un auteur populaire aujourd'hui. Alors, pas tout à fait élitiste, mais en tout cas, il est évident qu'il incarnait une élite littéraire. Okay. Et par contre, à sa mort en 40, il est plus dans le coup, parce que déjà il est vieux, même s'il produisait encore, hein, mais surtout en 40, en France, on a d'autres choses à penser que Rosny. Et il va être oublié, comme beaucoup d'autres auteurs d'ailleurs de cette période. Il va être oublié, même si on continuera de le publier, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein. Mais bon, voilà, il est marginalement, par rapport à tout ce qui va relever de la science-fiction et assimiler, en fait, en France et en Europe en général, on va s'intéresser à ce qui vient des États-Unis. Et donc, Rosny, c'est un ancêtre illustre, c'est comme ça qu'il est présenté, mais les gens qui sont en train de découvrir la science-fiction, ils s'en fichent de ces auteurs français. Ils veulent du nouveau, d'américanisme. Et puis des textes récents. Et des textes récents. Et ils se moquent aussi de la modernité de ces récits. Et donc, dans les années 70-80, il va y avoir quand même quelques entreprises de réédition de son œuvre, notamment avec ce livre, donc publié chez Marabout. Donc, J.H. Rosny est né, récit de science-fiction, et donc qui est une anthologie, alors avec une mise en page extrêmement serrée. Hein. Il y a beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles, et donc d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un très gros tirage, et aujourd'hui, donc on peut se le trouver assez facilement sur différents sites en ligne. Vinted, eBay, Le Bon Coin, Recyclivre, Amazon, Rakuten, voilà. Donc on le retrouve très facilement, on a fait ça un peu les sites électroniques. Pas trop cher en fait. Et ça apparaît comme étant la façon la plus accessible. J'ai oublié Momox. Je ne connais pas. La façon la plus accessible de lire Rosny, et plus particulièrement tout ce qui va relever. Bon, là, c'est écrit récit de science-fiction, c'est éditorialement, c'est des plus vendeurs. Mais en tout cas, effectivement, récit merveilleux. Ouais, merveilleux, anticipation, hypothèse, conjecture. Et donc, l'intérêt de ce texte, de ce livre, c'est qu'il va aider justement à faire reconnaître Rosny. Mais le problème, c'est qu'il va aussi fixer un corpus. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs
Ah, ils bossent que sur qui ce- travaille que là-dessus. Et enfin que là-dessus, et aussi sur une autre chez Bouquin aussi, hein, il y a l'équivalent avec les romans préhistoriques. Et donc beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs aussi, hein, vont considérer que Rosny se réduit à ce qui se trouve là-dedans. Ouais, alors que c'est pas Même- une œuvre complète du tout, quoi. Non, pas de très loin. Même si on est d'accord que la plupart de ses meilleurs textes se Ça trouvent reste là-dedans, bien, mais il n'y a pas tout. mais il n'y a pas tout, c'est tout à fait lacunaire. Ok. Et, Ça, c'est toujours important de savoir que les anthologies, elles sont le regard de quelqu'un. c'est ça. Et parlant d'anthologie, justement, pour être Ah un oui, petit peu dans... la majuscule. Oui, bah oui, justement. Parlant Ça vient là. d'anthologie, Parlant d'anthologie, donc là c'est beaucoup plus récent, c'est sorti en novembre 2021, il y a quelques mois donc. Serge Lehmann, qui est alors un auteur, on va pouvoir le connaître pour plusieurs romans, notamment toute une série autour de Faust, justement, donc des récits d'anticipation, mais aussi plus récemment, il fait de la bande dessinée, du comics, on va dire à la française, et notamment La Brigade Chimérique, où il fait revivre d'ailleurs tout ce fond d'auteurs oubliés. Et donc Serge Lehmann, depuis plus de 20 ans maintenant, hein, il a une entreprise de... enfin, il se présente comme éditeur, comme essayiste, mais aussi comme auteur d'ailleurs, dont le but est de faire revivre tous ces textes-là. Et d'ailleurs, donc, cette anthologie s'appelle Maître du Vertige, 6 récits de l'âge d'or. Et bien donc, il va publier aussi du Rosny, mais d'autres auteurs tout aussi intéressants que Rosny. Et cette petite anthologie est précédée d'une préface de 120-130 pages, dans laquelle il revient justement sur déjà sur l'historique de ce qu'on appelle le merveilleux scientifique, avec Maurice Renard, et aussi sur des questions éditoriales, de pourquoi est-ce que ces œuvres sont-elles oubliées, alors que elles sont d'une qualité littéraire, pour certaines, vraiment très très grande. oui, on peut faire le tri, mais tout jeter quand même un peu rapide, quoi. C'est ça. Et donc, il republie là-dedans, on pourra peut-être terminer sur ce roman-là en particulier, Les Navigateurs de l'Infini, qui se présente comme une sorte de roman de space opéra, puisque, donc là c'est un roman qui date de 1925, 25-26, ça se situe, c'est l'anticipation qui se situerait à la fin du XXe siècle, début XXIe, c'est pas tout à fait précisé, et on suit l'exploration spatiale de navigateurs dans l'infini, qui arrivent sur Mars et qui vont tout simplement explorer la planète Mars. Et donc dans ce très très joli roman, on évoquait tout à l'heure la fin de l'humanité dans la mort de la Terre, donc de 1910, et là, à peu près une quinzaine d'années plus tard, ces humains qui sont au moment où, qui sont dans notre monde contemporain en fait, l'humanité qui est en train d'explorer les étoiles, eh bien fait la rencontre de martiens qui, eux, à l'inverse, sont en train de décliner et s'apprêtent à s'éteindre. Mais de façon tout à fait paisible. Enfin, ils aimeraient s'éteindre paisiblement. Et donc, sans violence. Et donc, c'est la rencontre, justement, entre, d'un côté, une espèce vivante qui a des fortes pulsions de vie, qui a besoin, qui a l'envie d'explorer. Alors, expansion, mais il n'est pas question de colonisation. Non, c'est plus une libido scandi. Une volonté de savoir. Oui, tout à fait. Qui accompagne toujours le vital chez Ronin. De tout ce que je vois, le vital va avec le savoir. Oui. Et, oui, justement, je dis toujours en ayant lu ces trucs, ces nouvelles. Mais non, mais en même temps... un peu plus quand même, la remarque, parce que là, mais t'as pas mal lu, hein, je vois ça. Cette semaine-là, Ronin a pris de la place. Exipéus, c'était la semaine dernière. Là, justement, le tout début du roman nous montre l'arrivée des personnages sur Mars. C'est une anthologie que tu recommandes? Oui, largement. Parce qu'il n'y a pas que du Rosny, là, il y a d'autres choses aussi. Non, mais on va l'expliciter si on veut aller vers de l'archéologie, de la SF, etc. L'archéobibliographie. L'archéobibliographie, ou de l'archéo-SF, comme ça on refait coucou aux copains. C'est ça. Par exemple, ceci, c'est très bien. C'est ça. Que j'ai vu passer, mais que j'ai pas du tout eu entre les mains jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors je ne retrouve plus le passage. Bon, au tout début, il y a l'idée de ces explorateurs qui arrivent sur Mars, et il y a un personnage qui est décrit comme étant un peu sceptique, un peu cynique en général, et voyant la beauté du sol martien, ne peut s'empêcher d'exprimer quelques vers.
Voilà. La poésie naît toute seule grâce à cette découverte incroyable. Et donc on va avoir cette rencontre d'altérité, hein, justement, et un peu sous la forme d'un western crépusculaire, on va avoir ces deux races intelligentes qui vont cohabiter, coexister, et qui vont réfléchir justement à ces questions de vivre pour survivre, mais aussi vivre pour vivre, d'exploration, de développement, puis aussi De bien mourir. de bien mourir, exactement. Là-dessus, c'est un très joli texte avec de belles réflexions philosophiques, et du point de vue cette fois-ci purement romanesque, pour mettre un petit peu pour créer une intrigue, eh bien, Roni fait intervenir, donc on a les humains, les martiens, qui sont des tripèdes, calqués sur le modèle du tripode martien de Wells, et donc il nous fait... Et ça fait triper. Elle est bête, hein. Et donc il nous montre en fait l'existence de... comment ils les appellent, les hétéros de l'éther, hein, et de zoomorphes, deux espèces intelligentes, colossales. Ouais. Et donc, alors je confonds toujours les deux, je crois que c'est les zoomorphes, voilà, qui sont une espèce menaçante, un peu comme l'Exipéus finalement, et donc que les Après, y a hommes pas le choix, faut... vont aider les martiens à vaincre ces choses-là, mais l'idée c'est pas de les vaincre pour repartir sur quelque chose, c'est tout simplement pour que les martiens puissent mourir de leur belle vie sans être tués par ces choses qui sont menaçantes. Et donc dans le récit, on a le développement aussi d'une intrigue amoureuse assez amusante, avec une martienne qui s'appelle Grace, donc le narrateur nomme Grace, elle est très belle, elle crée chez le narrateur justement beaucoup de fantasmes, mais pas de fantasmes sexuels, des fantasmes amoureux, des fantasmes poétiques. Le récit s'arrête à peu près là-dessus, et il y a une suite qui ne sera jamais publiée du vivant de Roni, mais seulement en 1960, qui s'appelle Les Astronautes, et c'est vraiment c'est un diptyque, hein, donc le retour sur Mars, on va dire. Et cette fois-ci, les explorateurs vont toujours être amis donc, avec les martiens, mais vont s'intéresser plus précisément aux hétéros. Donc c'est des espèces de colosses nés de l'éther, ou incarnant l'éther finalement, et ils vont essayer de rentrer en contact avec eux, et ils vont y arriver, mais en comprenant, au bout de nombreuses expérimentations, qu'en fait ces créatures ne vivent pas dans la même temporalité que nous. C'est-à-dire Comme que... l'homme violet. Comme l'homme à la peau violette. Dans une nouvelle, il y a un gamin qui naît dans une famille qui est tout violet, Oui, et on se rend compte qu'en fait, il vit en accéléré. c'est ça. Et Tout à qu'il est globalement un courant d'air violet. C'est exactement ça. Et, Ça m'a beaucoup plu, parce que pour le coup, il essaie lui-même de comprendre comment il perçoit pour essayer de communiquer avec les autres, et trouver ça. Il rencontre une famille de scientifiques, je résume très très vite, hein. Ouais. J'ai oublié le titre. C'est dans le monde de Variant, je crois. Et je pense que c'est ça. Et voilà, quand je disais, il essaie de penser des façons de vivre ou de percevoir qui sont pas même terrestres. Voilà. Ou en tout cas non humaines. Et ça j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est ce qui m'a le plus plu dans ce que j'ai lu. Ouais. Et justement, l'esthétique du récit court avec Roni, c'est important pour lui. Et donc ils vont réussir à rentrer en contact avec ces célestes, on pourrait les nommer comme ça, et ils vont apprendre beaucoup de choses sur la nature de la vie, de la vie avec une majuscule vraiment. C'est un très très beau texte. Mais la petite anecdote amusante, c'est Roni a besoin, parce que c'est un romancier, un peu aussi romancier populaire, il a besoin de faire intervenir une intrigue amoureuse. Et donc on a notre narrateur qui vient avec sa fiancée. Donc grâce. Non, justement. Ah, justement. Fiancée humaine. Ah, avec l'humaine. Et ils arrivent, donc elle va découvrir la martienne Grace, et on va avoir un triangle amoureux, mais qui n'est pas problématique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu ailleurs, c'est que chez Roni... Mais il y a du polyamour dans la nouvelle Avant sur Mars. Hein. Là, on est carrément sur du polyamour. Ouais. Parce que le trouble va vraiment coexister, parce qu'il n'est pas question pour le narrateur, bon d'accord, c'est quand même un homme qui joue avec deux personnages féminins, voilà, mais il n'y a rien de sexuel avec la martienne. En fait, c'est physiologiquement impossible. Et l'amour qu'il ressent pour elle n'est pas un amour qu'entre êtres humains on pourrait connaître. Mais il y avait dans cette nouvelle qui m'a l'air d'avoir annoncé ce roman... C'est l'inverse. C'est l'inverse, d'accord.
il y a une espèce d'érotisme martien, il y a une évolution de l'amour en fait qui a dépassé la jalousie. J'ai vraiment trouvé ça super. Ouais, justement. Et le fait est que Tu te souviens du titre de la nouvelle parce que moi je m'en souviens plus. Mais je crois que c'est dans le monde des variants, c'est ça? Donc c'est dans le monde des variants Oui. et c'est... C'est un texte qui date vraiment de la toute fin de la carrière de Ronnie. Et ça m'a vachement plu. Hmm. Pourtant quand je l'ai ouvert, tout le passage sur on arrive sur Mars, machin et tout, on sait pas, là je me suis bien ennuyée. Puis alors, Oui, quand ça a démarré... des fois c'est un peu long, c'est vrai. c'est du diesel quand même. Effectivement. Et quand ça a démarré, ça vaut le coup d'attendre, quoi, vraiment. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, cet amour ne va pas être présenté comme problématique, puisque c'est des perceptions d'amour très différentes entre l'homme, enfin l'être humain, pardon, et le ou la martienne. Et bon, le récit va avoir une conclusion par rapport à ces hétéros, mais ils vont revenir sur Terre, l'homme, la femme et la martienne, et un être hybride. Qui sera né et c'est l'homme qui l'a porté. Là, non, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que physiologiquement, ils ne peuvent pas se reproduire sexuellement. En revanche, et c'est comme ça que c'est raconté, et c'est très mignon. C'est une espèce de GPR en quelque sorte, ils se tiennent la main, et parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le désirent profondément, ils ont un enfant. Ah bah c'est encore plus joli, c'est vraiment une filiation qui devient sociale. C'est ça. Et donc on a un être hybride qui naît, et tous ces personnages retournent sur Terre. C'est ce qu'on explique aux enfants quand vraiment on ne veut pas démarrer. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Là, ils se sont aimés très fort, ils se sont tenus la main en réfléchissant. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est exactement comme ça que c'est présenté. Et donc ils retournent sur Terre. Tu l'as peut-être entendu ça quand tu étais petit. Oui, c'est possible. Hein. À l'école maternelle, pas longtemps, hein, mais c'est. Ouais. Et donc ils arrivent sur Terre avec l'être hybride. Et là où Ce qu'on peut dire, c'est que dans quelles circonstances on se tient la main, mais ça c'est autre chose. Évidemment. Là c'est vraiment très très chaste, justement c'est ça. C'est beau. Oui. Et arrivant sur Terre, voilà, dans beaucoup de récits actuels, ça poserait plein de problématiques, ne serait-ce que philosophiques. Et en fait là non, juste, c'est l'accueil de cet être hybride et qui est porteur en fait de beaucoup de promesses. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours ce truc évolutionniste de on va progresser. C'est ça. Et on progresse pas en tant qu'on progresse technologiquement, mais on progresse en tant qu'espèce, on devient meilleur. Voilà. Et donc la martienne Grace... C'est assez agréable à lire parce que c'est très positif. Oui, bah, alors pour le coup, Ronnie est très très optimiste. Hein. Ah. Et alors que pourtant, il écrit après la Première Guerre mondiale. Même sur la mélancolie de la mort des Martiens, j'avais trouvé ça vraiment beau. Ah ouais, non, c'est ça. Ah, je suis contente, j'avais aimé cette nouvelle, je voulais en parler. Bon, tu me parles du roman plus de la nouvelle. Et la suite, justement, va dans ce sens-là. Même si on pourrait dire avec un regard actuel en disant, bon, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais... Non, mais il s'agit pas d'en faire un penseur de l'amour libre, il se fait autre chose. Oui, non, pas du tout. Mais c'est vrai que juste le fait que ça existe, dans un contexte où en plus, bah, il écrit. Alors, il publie en 25 Les Navigateurs dans l'infini. En fait, dans la foulée, la suite est annoncée par les éditeurs, mais ne sera pas publiée. Je vais dire pourquoi. Et il est possible que le roman ait été... parce qu'il écrivait beaucoup, et on ne sait pas toujours si les romans sont écrits les uns à la suite des autres, oui. ou parfois ils peuvent être écrits sur plusieurs années, voire plus d'une dizaine d'années en fait. Donc on ne sait pas à quel moment, peut-être que par exemple La Mort de la Terre, il a eu l'idée de ce scénario, ayant écrit La Mort de la Terre, il a peut-être eu l'idée de ce scénario inverse déjà en 1910. Mais c'est clair qu'il réfléchit ses intrigues à partir d'hypothèses du récit, et dans l'autre sens et dans le machin, et il reconstitue à partir de là, ou il constitue à partir de là, ce que ça pourrait être de le vivre, et de le ressentir. Ça m'a beaucoup plu. Tu veux montrer les derniers livres ? Et alors juste pour terminer rapidement, on a évoqué Ronnie comme auteur populaire, mais il n'a jamais été perçu comme ça, puisque Ronnie, membre de l'Académie Goncourt. Et une des façons de se rendre compte que, même à son époque, il n'était pas populaire, au sens qu'on entend aujourd'hui de romancier populaire qui va s'adresser aux masses, alors que, pourtant, c'est bien ce qu'il faisait, ces romans n'ont quasiment jamais été illustrés. Il y en a quelques-uns, mais quasiment pas. Et je voudrais présenter ceci, alors qui de fait ne concerne pas du tout Ronnie. Non mais c'est bien, parce qu'on a parlé d'altérité, on va finir sur quelque chose qui n'est pas Ronnie, moi ça me va. Et ben voilà. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'exposition de Fleur Hopkins à la BNF en 2018, je crois, consacrée au Robert Buel.
Bon, de toute non, façon, je crois que c'est là, 18. Je crois que c'est ça 18. se retrouve facilement. Consacré aux merveilleux scientifiques. Et donc, il y avait de très très beaux visuels qui étaient visibles. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de catalogue qui a été fait ensuite. Et un des collectionneurs qui avait adressé à Fleur Hopkins beaucoup de ces visuels, justement, eh bien, il en a édité en fait chez les Boutons Électriques un artbook, donc dans la collection justement Artbook féerique, un petit livret où on a des scans d'une très très grande qualité de couverture, d'illustration, et lui-même d'ailleurs commente aussi abondamment certains de ses récits, et justement parle des illustrateurs qui sont pour la plupart complètement inconnus, ignorés du grand public. Et donc ce collectionneur Jean-Luc Boutel, que je salue, membre du Club des Saventuriers, président d'ailleurs du Club des Saventuriers, nous fait ici un magnifique voyage au gré de couverture, d'illustration. Ça se regarde juste plaisamment comme un livre d'art. On a ici l'image de couverture c'est même presque plus beau qu'à la publication, étant bien mis en valeur. Oui, ça. effectivement. Donc là, on a. Et pas avec un grain de papier moche ou des trucs Je comme ça. présentais ici la couverture de Prisonnier de la planète Mars. Et il n'y a aucun Ronnie dedans. Et je ne crois pas. Même si, effectivement, on l'avait. Oui, voilà, il y en a où il y a. On l'avait ici, mais là, c'est pas non plus. Voilà. On est sur une édition. On est chez Plon, donc c'est un éditeur assez populaire. Mais c'est pas non plus. Mais c'est pas illustré à l'intérieur, c'est là où voilà. ça change des Alors, choses. Après, je pourrais dire qu'il existe un projet de réédition pour lequel mais si tu dois rester secret... Voilà, de ce livre-là. Mais en tout cas, on a prévu de le rééditer, d'actualiser, enfin, aussi de recontextualiser un petit peu le texte. Mais avec aussi des gravures qui avaient été faites pour l'occasion. Ok, super. Donc que l'on commentera. Bon, il y a une raison souvent évidente à ça, c'est que la gravure, bon, elle n'adresse pas au même public. Voilà, et la gravure, aujourd'hui, elle est très chère en impression. Donc quand on n'est pas directement dans le manga, la BD, enfin le livre d'images, on ne met pas d'image en fait, aujourd'hui. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé que je te fasse dire ou que tu voudrais dire? Et juste pour un petit peu d'autopromo, parce que c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. J'ai eu l'opportunité d'organiser en 2017 un colloque sur Rodney à l'université de Caen, là où je fais ma thèse. Et donc le colloque était consacré à la question justement de l'histoire chez Rodney, l'histoire avec un grand H. Et donc on a ensuite publié les actes du colloque dans la revue de mon laboratoire, qui s'appelle le Laslar, donc la revue Elsener, le numéro 34. Donc c'est un collectif consacré donc à Ronnie aîné. C'est vrai que on n'a pas vraiment évoqué le jeune. Bon, ça pourrait être dommageable, mais tant pis. Donc on a plusieurs articles. Tu reviendras pour parler du jeune. C'est ça, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à même que moi d'en parler. Dont d'ailleurs notre ami Philippe Étuin a publié un article là-dedans, un article vraiment absolument passionnant d'ailleurs, qui s'intéresse à l'abbé Bethléem. Je sais pas si tu as connu ce personnage. C'est un censeur en fait du début du XXe siècle qui, avec son équipe de censeurs justement, expliquait à quel point il ne fallait pas lire tel et tel roman parce qu'il n'était pas pas lisible. Je vois le genre. Sauf qu'en fait, les critiques qu'ils font, il faut nous les lire à l'envers. Ouais, parce qu'elles sont super bonnes finalement. Et elles sont hyper pertinentes. Il dit, il faut pas lire ce roman parce que si. Et nous, on va se dire, on va prendre le procédé inverse, disant, c'est de très bonnes fiches de lecture, en fait, c'est vachement bien. Pratique. Et c'est ça. Et là-dessus, donc Philippe Étuin revient vraiment en détail. Alors cette fois-ci sur Ronnie, mais donc voilà, on a des articles qui parlent justement de la préhistoire. On a évoqué un article de Marc Guillaumy, qui est un spécialiste de la préhistoire, enfin de la préhistoire littéraire, et qui explique justement que Ronnie fait de la vulgarisation avec la préhistoire, qui ne cherche pas à être vrai ou à la rigueur vraisemblable, mais il veut créer un monde poétique. C'est un article qui est vraiment passionnant. Un article de Hugues Chabot aussi, qui est spécialiste d'histoire des sciences, qui nous explique que Ronnie, c'est pas juste un gars qui est passionné par les sciences. Sous un pseudonyme, il a écrit une série d'articles qui ont été présentés à l'Académie des sciences et qui ont aidé à la compréhension du principe de Carnot. Ah oui, donc ça va plus loin que juste j'applique, quoi. C'est ça.
Bon, je ne vais pas tout faire non plus. On a des passages, justement, Rosny dans la presse. Et pour dire que s'il a eu une actualité scientifique, il l'a encore, même si c'est dans l'autre sens. C'est ça. Oui, très juste. Et puis voilà, donc, plein d'articles. Je terminerai juste aussi sur mon amie Natacha Vazder qui fait le lien justement entre Rosny comme auteur d'avant-guerre, de la première moitié du XXe siècle, avec la science-fiction française, notamment avec Donc, Francis l'héritage. Carcet, l'héritage, voilà, notamment en s'intéressant à Francis Carcet et Pierre Pelot. Parce que oui, Rosny, on ne l'a pas vraiment évoqué, mais en tant que romancier de la préhistoire, il a influencé, un peu comme Jules Verne a pu le faire avec l'astronomie ou la conquête de l'espace. En fait, Rosny, il a vraiment influencé beaucoup de futurs scientifiques qui sont passionnés pour la préhistoire, notamment grâce à la guerre du feu. Et c'est quand même pas si mal. Et c'est quand même pas si mal. C'est quand même un bel héritage, je trouve. On en reste là ? Ben oui, tout à fait. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup, Adélie.